Regardons c'est quoi ça. C'est en fait une gratte-ciel qui se trouve à Taïwan. Puis en réalité, ça mesure une hauteur fascinante de 508 mètres. Aussi, ça contient une grosse balle comme celle qu'on avait vue dans la vidéo. Puis c'est en réalité une pendule géante ou entre autres une masse amortissante. Puis c'est quoi le but d'avoir ça? Ben, c'est en fait pour contrer au vent et au siège. Et là, pourquoi je vous parle de tout ça? C'est en lien avec notre projet qui est de modéliser une pendule mathématique avec les outils physiques et informatiques. Donc ici, nous avons une petite définition de ce qu'est une équation différentielle. Puis, grosso modo, une dérivée, c'est le taux de variation d'une fonction, d'une courbe, par exemple, à un moment donné. Donc, nous avons ici un pendule qui est composé d'une masse suspendue par une corde de longueur L. Puis on voit que le pendule, quand il oscille, il fait un angle par rapport à la position d'équilibre, un angle θ. On pourrait dire c'est un angle par rapport à la verticale. On voit ici sur le schéma les différentes forces qui agissent là-dessus. Fait qu'on a d'abord la force de tension venant de la corde, mais naturellement, on a aussi la force gravitationnelle qui, elle, peut être décomposée, si l'on veut, en X et Y, comme on peut le voir sur le schéma. Donc, avec notre schéma de force, on peut appliquer la deuxième loi de Newton, qui est F est égal à ma. Donc, sur le schéma, on va prendre seulement les forces en X parce que les forces en Y vont s'annuler. Fait que ça ne sert pas à grand-chose dans ce cas-ci. Fait que, prenons cela. Donc, pour la suite des choses, il est possible de décrire la position en X de notre masse suspendue en fonction de θ. Donc, cela se fait avec un peu de géométrie. Donc, on obtient la formule suivante pour X. Alors, avec la formule que nous venons de trouver, il est possible de calculer les dérivées de cela, puis ça représente différentes choses. Donc, par exemple, la première dérivée de la position en X, ça représente la vitesse. La deuxième dérivée, ça donnerait l'accélération. Donc, avec la formule que nous venons de trouver pour l'accélération, on peut le remplacer dans l'équation qu'on avait trouvée à l'aide de la deuxième loi de Newton, puis la démarche se suit. Alors, ce que je viens d'encercler en rouge, c'est en effet une équation différentielle comme celle dont on avait parlé tantôt. Alors, mettons ça au propre. Donc, nous avons ici l'équation différentielle qu'on vient de trouver, c'est-à-dire l'équation L fois θ double prime plus G prime est égal à 0, où on a évidemment que L, c'est la longueur de la corde et G, l'accélération gravitationnelle. Donc, l'enjeu avec cette équation différentielle-là, c'est vraiment de trouver une fonction quand on la remplace là-dedans, c'est-à-dire on fait la dérivée, puis on la remplace dans cette équation-là, les conditions soient satisfaites. Alors, ne vous en faites pas, la démarche algébrique peut être compliquée, mais on le fait pour vous. Donc, on trouve que la solution est la suivante avec les paramètres respectifs. Compliquons les choses un peu. Imaginons qu'on reprend la même situation que tantôt, c'est-à-dire le pendule qu'on vient d'analyser, sauf qu'on ajoute une certaine force. C'est-à-dire, au lieu d'avoir seulement la tension dans la corde, la gravité en XY, mais imaginons qu'il y a une force qui agit sur notre pendule. Par exemple, une résistance de l'air. C'est une force qui s'oppose au mouvement d'oscillation. Et donc, dans ce cas-ci, on voit qu'on obtient une équation totalement différente avec plus de paramètres à prendre en considération. Donc, on obtient l'équation suivante avec la solution respective qu'on trouve pour vous. Mais si les solutions aux équations différentielles ne sont pas si simples à trouver, ne sont pas faciles à trouver algébriquement, que ferait-on? On va utiliser plutôt des méthodes numériques. Alors, là, on peut se questionner sur la différence entre une solution analytique ou algébrique et numérique. En
fait, une solution analytique, c'est lorsque la fonction s'exprime de manière exacte. La solution s'exprime de manière exacte, sous forme de fonctions algébriques. Donc, on peut vraiment l'exprimer facilement. Alors que quand est-ce qu'on va utiliser des solutions numériques? Ben, quand c'est vraiment impossible ou très difficile de le faire. Donc, puis en fait, c'est quoi la relation entre les deux? Donc ici, on a un exemple, donc une courbe analytique, c'est-à-dire une courbe exacte de la solution. Puis la solution numérique, c'est les points ici qu'on approxime de la courbe, puis on les relie ensemble. Donc c'est vraiment une approximation de la solution réelle. Et donc la question se pose, quand est-ce qu'on aura utilisé les solutions numériques dans notre projet? Eh bien, si on considère le cas d'une pendule non linéaire, par exemple, ce qui est une équation un peu modifiée par rapport à celle qu'on avait vue premièrement, et si on prend le cas où il y a la force de résistance de l'air, comme on l'a vu tantôt, mais aussi une force externe, une force de déplacement horizontal, une vibration, peu importe la force externe qui agit sur la pendule, les équations se compliquent de plus en plus. Donc ici, nous aurons vraiment besoin d'utiliser les solutions numériques. Bon, maintenant, passons à la méthode numérique de Rankuta d'ordre 4. Cette méthode nous servira principalement d'outil essentiel pour la modélisation du pendule numérique. Pour contexte, la méthode de Rankuta d'ordre 4 est dérivée de l'expansion de Taylor à deux variables, mais nous allons limiter l'explication à une facette conceptuelle. Mais même là, il est difficile de le faire en raison de sa nature qui est intrinsèquement numérique et implique beaucoup de calculs. Bref, la méthode de Rankuta d'ordre 4, elle est notamment utilisée dans le cas où nous avons une équation différentielle qui ne peut être résolue de façon exacte. Donc, par exemple, lorsque nous avons une équation différentielle de la forme dy sur dx qui est égale à une fonction de x et y, on va devoir recourir à une méthode approximative qui est dans notre cas la méthode de Rankuta d'ordre 4. Donc pour arriver à trouver une solution approximative, on va devoir estimer un point qui a un pas h avec le point initial. Ce pas h est souvent pris de façon arbitraire, mais il est souvent très petit par souci de précision. Pour arriver à trouver ce point, il faut initialement prendre le taux de variation instantané du point initial qui nous est donné dans la forme initiale de l'équation différentielle ici. En effet, la dérivée de y par rapport à x est en principe le taux de variation instantané du y par rapport à x. Et ce taux de variation instantané là nous donne la fonction xy. Donc nous avons juste à insérer les coordonnées du point initial xi et yi dans la fonction, ce qui nous donne la pente du point initial. Ensuite, on va essayer de trouver les taux de variation instantanés des points intermédiaires, comme ici. Le premier point, on peut le considérer comme ici le premier point intermédiaire, ici le deuxième point intermédiaire, et ici le troisième point intermédiaire. On va passer à travers des points intermédiaires pour être le plus précis possible avant de trouver le point final, le point qu'on essaie de trouver. Donc pour trouver ces points intermédiaires, donc pour trouver les deux premiers points intermédiaires qui ont une distance d'un pas h sur 2 avec le point initial, on va devoir prendre la pente du point initial, la multiplier avec le pas h sur 2 et l'additionner avec la composante y du point initial pour retrouver la composante en y du premier point intermédiaire, comme on peut l'appeler. Et pour sa composante en x, c'est beaucoup plus simple. On prend la composante en x du point initial et on l'additionne au taux de variation x avec le h sur 2. Donc on va refaire la même méthode pour le deuxième point intermédiaire. Mais pour le troisième point intermédiaire, ça va changer. C'est principalement la même méthode qu'on va utiliser. Mais ici, ce qui change, c'est le pas. Donc le pas, il sera ici d'un pas h et non h sur 2. Donc on Donc, après avoir étudié les différents types des équations différentielles en lien avec les pendules, après avoir appliqué les méthodes analytiques et numériques pour trouver nos solutions, nous obtenons le simulateur suivant. Donc, regardons en quoi ça consiste. Ça consiste à un graphique qui nous présente le pendule en temps réel et ensuite un graphique de la fonction solution θ en fonction du temps en secondes. On voit ici qu'on avait différents curseurs
C'est-à-dire, on peut jouer avec les paramètres de nos équations. Différentes montres de pendule avec lesquelles on peut jouer. Donc, c'est vraiment ça le produit final de notre projet. C'est vraiment un simulateur qui peut afficher les différents types de pendules qui s'ajustent en temps réel. Donc, pour pouvoir arriver à ces résultats-là, nous avons dû utiliser le logiciel VS Code pour pouvoir utiliser le langage Python afin de coder les différentes parties de notre simulateur. En ce qui concerne les librairies Python utilisées, nous avons utilisé la librairie Matplotlib. C'est en fait ce qui nous a permis d'afficher les graphiques qu'on voit dans le simulateur. Sinon, pour tout ce qui est Donc, calcul ici, nous avons une mathématique, comparaison des équation, on avait méthodes utilisé numériques la et les méthodes librairie analytiques NumPy. ou algébriques, si l'on veut. Donc, pour les méthodes numériques, on l'a utilisé vraiment pour le cas d'un pendule simple non linéaire, c'est-à-dire quand on avait l'équation suivante. Puis, avec cela, on a réussi à animer le pendule puis obtenir le graphique de la fonction θ en fonction de temps. Maintenant, rappelons-nous qu'on avait utilisé à un moment donné une approximation sinus de θ est égal à θ, approximativement égal à θ, ce qui nous a ramené à cette équation-là d'une pendule linéaire simple. Donc, en regardant un peu les valeurs du curseur, on voit que pour les mêmes paramètres, il y a quand même une certaine différence dans les valeurs sur les graphiques. Cela peut-être est dû au fait qu'il y a une approximation qui a été faite, donc il y a une certaine erreur relative qui se produit par l'approximation. Ensuite, si on essaie de faire une comparaison qualitative, ici nous avons la courbe analytique, donc c'est vraiment pour le pendule linéaire simple. On le compare aux courbes obtenues par les méthodes numériques, c'est-à-dire l'ensemble des points qu'on calcule, qu'on approxime. On voit de manière qualitative, c'est quand même assez précis comme approximation, comme estimation. Donc, on pourrait dire que la méthode est assez fiable dans ce cas-ci. En dernier, le modèle d'un pendule non linéaire amorti forcé. Puis, en fait, c'est cette équation-là. C'est celle lorsqu'on avait une force d'amortissement comme la résistance de l'air, par exemple, et une force externe, donc une force de vibration, un mouvement quelconque qui agit sur le pendule. Et ça ressemblait à ça. Donc, comment ça fonctionne? Ben, ça ressemble beaucoup à lorsque nous avons des bâtiments qui bougent ou qui vibrent à cause d'une force externe, par exemple un séisme, un tremblement de terre, peu importe que ce soit. Comment ça fonctionne? Le bâtiment se déplace dans un sens, puis le pendule installé en haut du bâtiment, il va venir se déplacer dans le sens opposé du bâtiment. Et ce déplacement-là va venir faire en sorte qu'il y aura une force qui est exercée sur le bâtiment. Puis en fait, c'est cette force-là qui va venir contrer en quelque sorte le mouvement, puis venir stabiliser notre bâtiment. Et le lien qu'on voulait faire, c'est vraiment, si on avait ce modèle-là pour le pendule, il peut faciliter, par exemple, les différentes estimations, les spéculations, même la conception des pendules à installer sur les bâtiments pour justement cette utilisation-là. Donc, ici, nous avons une beau petit vidéo qui montre comment ça fonctionne. Donc, on voit qu'on a un genre de bâtiment sans pendule et avec pendule. Puis en regardant, on voit que celle avec le pendule se stabilise plus rapidement comparé à celle où il n'y en a pas. Donc, c'est un peu ça le principe ici. Au final, nous avons réussi à atteindre notre objectif qui était de pouvoir simuler une pendule mathématique avec les outils physiques et informatiques. Et au final, nous, ce que nous souhaitons, c'est vraiment de pouvoir utiliser le simulateur pour modéliser des situations réelles, donc comme celle qu'on avait vue en lien avec le génie de bâtiment. Et merci pour votre écoute. J'espère que la vidéo était intéressante et amusante.